À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général Dwight Eisenhower affirmera que si les Alliés ont remporté la victoire, c'est grâce à 4 choses. Le C-47, le bazooka, la bombe atomique et la Jeep. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Même s'il subsiste des doutes quant à la véritable liste des Tools of Victory du général Eisenhower, la célèbre petite voiture de l'armée américaine est devenue tellement mythique qu'il fallait bien un jour que je finisse par en parler. Et ce jour est arrivé. Déjà, merci à mon pote Ludo de m'avoir aidé pour cette vidéo et surtout de m'avoir prêté sa Jeep. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va bien évidemment faire le tour du véhicule ensemble. Selon Ernie Pyle, journaliste américain de l'époque, elle fait tout, elle va partout, elle transporte le double de ce pourquoi elle a été conçue et elle continue quand même. Plutôt pas mal, faut l'avouer. Mais d'où elle vient cette Jeep? Au 19e siècle, et bien entendu avant, l'armée américaine fonctionnait avec des chevaux, mulets, charrettes et beaucoup de soldats étaient à pied. Vous allez me dire que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'était un peu pareil pour tout le monde. Pendant la Première Guerre mondiale, les motos et sidecars ont commencé à remplacer les chevaux, principalement pour la reconnaissance. On voit apparaître chez les différentes nations du conflit les premiers véhicules à 4 roues motrices, principalement des camions. Et chez les Américains, on peut citer par exemple le FWD Model B, mais voilà, ça reste un camion. En véhicule léger, ils avaient de nombreuses variations de la Ford Model T, notamment pour les ambulances. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Walt Disney a conduit une ambulance Ford T pendant la Première Guerre mondiale et il a même dessiné dessus. Henry Ford, lui, était fermement contre cette guerre et il faisait partie du mouvement Keep America Out of War. Mais bon, ça reste un homme d'affaires et refuser totalement de fournir des véhicules à l'armée, c'est pas une super idée d'un point de vue business. Donc il s'est juste assuré que la Ford Motor Company ne fabrique pas les éléments militaires des véhicules. Ford fabriquera châssis, moteur et train de roulement, le reste sera confié à des carrossiers pour en faire des ambulances, des véhicules utilitaires ou des machine gun cars. Peut-être que de cette manière, Henry avait la conscience tranquille, mais quand même le portefeuille bien rempli. Comme quoi, des fois, des petits arrangements de ce genre permettent de mieux dormir. Entre les deux guerres, divers petits véhicules militaires ont été testés et produits, mais il y avait trop de fabricants et chaque véhicule était différent, ce qui complique grandement les choses, surtout quand il s'agit de faire des réparations dessus. Faut tous les connaître et ça fait beaucoup de pièces différentes à stocker. C'est en juin 1940, avec l'ombre d'une Seconde Guerre mondiale qui plane dangereusement sur les États-Unis, que l'armée se prépare. Sauf que la guerre se modernise, donc y aller avec des chevaux ou des Ford T bricolés comme en 18 n'est plus une option. Et le département de la guerre américain n'a pas encore de solution idéale sous la main. C'est ballot. L'armée lance alors un appel d'offres aux constructeurs de véhicules du pays. Ils ont besoin d'un véhicule de reconnaissance tout-terrain, léger et capable de transporter aussi bien du matériel que des hommes. 135 fabricants ont été contactés avec une liste de critères à respecter longue comme le bras. Poids, dimension, etc. Au départ, seulement 2 ont répondu, Bantam et Willys. Ford s'ajoutera à l'équation un peu plus tard. L'armée leur donnera 25 jours pour faire des plans et 49 jours pour construire un prototype. Dans le genre pression, on est au niveau de Numéro Bis qui doit construire un palais pour César. Avec combien de temps de retard? L'entreprise Bantam à ce moment-là est en grande difficulté financière, mais ils ont vraiment tout donné et ont été les seuls à fournir un prototype dans les délais demandés par l'armée. En fait, c'est parce qu'ils étaient déjà en train de travailler sur un véhicule de ce type avant l'appel d'offres. Ils sentaient le truc venir et ils ont anticipé la demande, ça a été un gros avantage. Une fois l'armée convaincue par le prototype, elle commande 70 véhicules à Bantam pour des tests plus poussés et une autre commande de 1500 suivra en 1941. Sauf que le design de la voiture appartient désormais au gouvernement américain, comme toutes les commandes de l'armée. Bantam, entreprise trop petite et qui n'est pas en capacité de produire des grandes quantités, perdra son contrat par la suite au profit de Willys Overland, entreprise que vous connaissez pour la Jeep, mais rachetée ensuite par AMC, elle-même rachetée par Chrysler, qui fait aujourd'hui partie du groupe Stellantis. Ça va, vous me suivez? Bon, Willys diront que c'est eux qui ont créé le design, de quoi enfoncer Bantam encore plus alors qu'ils sont déjà au fond du trou. Et cette petite guéguerre de constructeurs est allée assez loin quand même, puisqu'une enquête a été menée par la Federal Trade Commission qui attestera que c'est bien Bantam qui a créé la Jeep. La FTC aux États-Unis, c'est un mix entre la DGCCRF et l'autorité de la concurrence en France. Donc quand deux marques se lancent des bielles et des cardans à la tête pour savoir qui a raison, c'est elle qui tranche. La Smithsonian Institution possède d'ailleurs l'un des 70 premiers Bantam Reconnaissance Cars qu'il prête aujourd'hui pour des expositions. Et avant de continuer, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire, que cette proto-Jeep de Bantam, elle ressemble pas trop à la Jeep qui est derrière moi. Et vous avez raison. Car entre les prototypes et les versions produites pour les tests par les différents constructeurs, on constate quelques variations esthétiques, notamment au niveau de la face avant et des passages de roues.
Le design final le plus répandu est celui de la Willys MB et il sera produit par Willys en 363 000 exemplaires. Sa calandre si reconnaissable a donc évolué jusqu'à ce design à 9 fentes encadrées par 4 cercles pour les phares et les blackouts. Quant à la raison de ce design, l'explication la plus probable est la facilité de fabrication et le poids, mais j'ai tout lu, même des choses farfelues, comme le fait que ce serait une pièce adaptée pour en faire une grille de cuisson. Eh Ludo, on se fait un barbecue après le tournage? En octobre 1941, Ford est appelé à la rescousse, parce que même si Willys arrive à en faire pas mal, il en faut encore plus. Environ 280 000 véhicules seront fabriqués par Ford, le GPW, soit au total plus d'un demi-million de véhicules. Petit détail intéressant, Ford marquera toutes ses pièces du F de Ford, pour qu'on fasse la différence avec Willys, même si dans le nom GPW, le W signifie Willys parce que c'est eux qui ont la licence du design. Et ce petit F, ça excite pas mal certains collectionneurs de ce que j'ai pu constater. Yo, vous voyez ça, c'est un moteur Ford, c'est une vraie Jeep américaine de la guerre, c'est pas Hotchkiss l'Algérie ça hein. Alors oui, l'armée américaine a besoin de beaucoup de Jeeps, mais pas seulement pour eux. Ils en fourniront aussi aux pays alliés dans le cadre du programme Lend-Lease. Les Français de chez Hotchkiss produiront d'ailleurs leur propre Jeep sous licence Willys à partir des années 50. Je vous ai dit juste avant que plus d'un demi-million d'entre elles furent produites pendant la guerre, produites aux États-Unis et donc envoyées par bateau sur les différents théâtres d'opération dans le monde. Et faut parler de l'envoi. Parce que croyez-moi, et j'en sais quelque chose, il faut toujours penser à l'expédition dès la conception d'un produit, et la Jeep ne fait pas exception. Sorties de la chaîne de production, elles étaient rangées dans des caisses en bois partiellement démontées pour maximiser l'espace. De cette façon, elles prenaient le moins de place possible. Willys MB, Ford GPW, pourquoi on dit une Jeep alors? Bon ok, c'est devenu une marque aujourd'hui, mais pas encore à cette époque-là. On ne sait pas vraiment d'où vient le nom de la meilleure amie du GI, mais comme souvent, il y a plusieurs théories. GP dans l'armée, ça veut dire General ou Government Purpose. En français, usage universel ou usage gouvernemental. Du coup, GP, ça sonne Jeep. Typiquement le type de surnom donné par les soldats, un peu comme US avec Uncle Sam. C'est simple, ça tient la route, même si les historiens sont pas tous d'accord entre eux. Une autre théorie un peu plus tirée par les cheveux, c'est que ça viendrait de Eugene the Jeep, un personnage du cartoon Popeye. Je vois pas du tout le rapport entre cet animal et une voiture, mais bon, je le connais peut-être pas assez. Il aurait des pouvoirs surnaturels apparemment et il se sort de toutes les situations. Un peu comme la Jeep selon le mythe qui l'entoure. Un autre que j'aime beaucoup et qui me fait sourire, c'est que ce serait un acronyme de Just Enough Essential Parts. Juste les pièces essentielles. Parce que la Jeep, c'est une construction super simple avec le strict nécessaire. Ça tient aussi la route et je trouve que ça ressemble assez au surnom que l'armée peut donner. Et pour finir, selon d'autres sources, ce mot était déjà utilisé dans l'argot militaire américain dès la Première Guerre et pouvait désigner entre autres choses un véhicule. Au final, c'est peut-être juste un mélange de tout ça. En tout cas, peu importe d'où ça vient, Willys a déposé le nom comme marque après la guerre et a lancé une série de véhicules tout-terrain civils destinés entre autres aux travaux de ferme afin de remplacer les chevaux chez les agriculteurs. Avant de passer à la suite de la vidéo où je vais vous montrer plus en détail les caractéristiques du Little Frog qui est juste là, faut quand même que je vous parle de quelques Jeeps exceptionnels. Parce que vous croyez que quand on en a vu, on les a toutes vues. C'est aussi ce que je pensais avant d'écrire cette vidéo, mais pas du tout. Vous n'êtes pas prêts pour la Jeep volante? Non, je déconne pas, et c'est pas un plan foireux de Fantomas. Voici le Hafner Rotabuggy, ou Malcolm Rotaplane, du nom de ses constructeurs Raoul Hafner, ingénieur britannique, et la société Air Malcolm Limited. Je sais, on dirait un sketch. Ils ont littéralement mis un rotor de 12,4 mètres et un carénage aérodynamique sur une Jeep Willys. L'idée de base, c'était de pouvoir balancer des véhicules sur le champ de bataille en les faisant planer avec une hélice à la place d'un parachute. Donc même si c'est un peu décevant, je vous l'accorde, les hélices sont là pour ralentir la chute, elle ne peut pas décoller toute seule depuis le sol. Ils ont fait des essais et ce truc a quand même réussi à voler pendant une dizaine de minutes en le tractant avec un bombardier. Bon, vous allez me dire que c'est pas pire que de balancer des Hummers dans le désert, ça aussi ils ont essayé, mais bien plus tard. Le projet a été annulé par la suite avec l'apparition des planeurs militaires qui pouvaient transporter directement des véhicules. Hafner, il en avait plusieurs des idées comme ça. Il voulait faire la même chose avec un char d'assaut, le Rotatank. Et il a aussi mis au point le Rotachute, alternative au parachute. Imaginez la gueule du débarquement en Normandie, avec des avions qui déversent des centaines d'inspecteurs gadgets. Une réplique du Rotabuggy est exposée au Army Flying Museum au Royaume-Uni, ainsi qu'un des rares exemplaires de Rotachute.
Bon bref, laissons ce gars essayer de faire voler tout ce qui lui tombe sous la main et revenons au Jeep normal. Largement moins dingue parce que c'est juste de la peinture, je voulais quand même en parler parce que personnellement j'en ai encore jamais vu en reconstite. Ça peut donner des idées à certains d'entre vous, c'est les Follow Me Jeep. Oui, je sais, on m'a dit qu'il y en avait aux commémorations en Normandie, mais j'étais pas là pour les voir. Peintes dans des couleurs vives pour qu'elles soient bien visibles, elles servaient à guider les avions et les équipages sur les aérodromes, par exemple en Grande-Bretagne, afin de leur ouvrir la route. Les couleurs, c'était pour la visibilité, et peut-être aussi à cause de la météo pourrie et brumeuse en Angleterre, qui sait, hein, les clichés. Bon, maintenant je vous vois, vous avez tous super envie de la voir de plus près, cette Jeep. Et pour ça, faut que je mette la tenue qui va bien. Elle est de novembre 1943, mais on n'a pas d'informations sur son utilisation pendant et après la guerre. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle a été immatriculée pour la première fois en France en 1946 par l'établissement de réserve générale du matériel automobile de la Maltournée en Seine-et-Oise. C'est un établissement ministériel qui servait à reconstruire les véhicules de liaison tout-terrain, notamment les Jeeps. Ils étaient chargés par exemple de changer les pièces principales comme le moteur pour maintenir en condition les véhicules. D'ailleurs, dans cette Jeep, il n'y a plus le moteur d'origine, mais un moteur Hotchkiss d'après-guerre. La voiture a été vendue par cet établissement en 1986, donc après 40 ans au service de l'État français. Par contre, on ne sait pas à quoi elle a servi, si c'était dans l'armée ou ailleurs. Ensuite, jusqu'en 2004, où elle a été achetée par l'ancien propriétaire, c'est le vide, on n'a aucune info. C'est vrai, ça fait beaucoup de trous dans le CV. Et mon ami l'a finalement achetée en 2022. Il l'a démontée et restaurée entièrement. Pas mal de pièces de carrosserie trop abîmées ont dû être changées pour du neuf, parce que oui, ça se fabrique encore, et ça se passe dans une usine aux Philippines qui reproduit et continue la fabrication de pièces pour ces véhicules. C'est aussi lui qui a fait toute la peinture et les marquages pour correspondre à une Jeep de la Seconde Guerre mondiale ayant participé à la libération de l'Alsace. Et il a réussi à faire ça en seulement 6 mois. Chapeau l'artiste! La couleur iconique de la Jeep est connue sous le nom de vert olive drabe, mais d'autres variations existent, comme le beige pour le désert et le gris-bleu pour la navy ou les Follow Me bariolés que j'ai évoqués plus tôt. Par contre, toutes ces variations de couleurs sont faites bien après la fabrication. De base, elles sont toutes peintes en vert. C'est pourquoi si vous soulevez le capot d'une Jeep navy ou désert, l'intérieur sera olive drabe. C'est des petits détails qui feront qu'un véhicule sera plus ou moins farbe, on va dire. Toutes les Jeeps présentent des marquages, mais à part quelques standards obligatoires, tous les véhicules sont différents. Le numéro d'immatriculation. Quand on refait un véhicule pour la reconstite, à moins d'avoir le numéro d'origine et d'en être sûr, on le choisit. Ici, il a été choisi pour correspondre à ceux donnés pendant l'année 1943. L'étoile. Elle est sur toutes les Jeeps, et pas que d'ailleurs. Tous les véhicules américains, motos, camions, chars. Comme la croix de fer sur les véhicules de la Wehrmacht, ce symbole est là pour rendre le véhicule reconnaissable. On a d'ailleurs pu voir des véhicules allemands capturés par les Américains arborer l'étoile US. Je viens de me faire carjacker. Je dis je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Certains véhicules avaient une peinture spéciale sur le capot, parfois entre les branches de l'étoile. Cette peinture porte le doux nom de M5 Liquid Vesicant Detector Paint. Cette peinture spéciale de base olive drabe virait au rouge en cas de présence d'agents chimiques dans l'air. Son efficacité était assez limitée dans le temps, elle durait 1 mois seulement, et à ce moment-là, le vert virait au jaune, ce qui avertissait de son inefficacité. On en trouvait sur les véhicules, mais aussi sur les casques de certains soldats. Ce type de peinture existait déjà pendant la Première Guerre mondiale pour détecter le gaz moutarde et avait été développé par les Anglais. Cette Gypsy a pour nom de baptême Little Frog, c'est le choix personnel de son propriétaire. Les soldats pouvaient baptiser leur Jeep comme ils le voulaient. Certains faisaient des blagues, certains leur donnaient le nom de leur fiancé ou de stars de cinéma. Ces véhicules sont un peu les remplaçants des chevaux et comme traditionnellement on baptise sa monture, cette tradition est restée pour cette monture des temps modernes. Et si je parle de chevaux, c'est pas pour rien car j'ai une histoire en particulier à raconter. Une Jeep de la 2e division blindée de Leclerc s'appelait Iris 16, en hommage au cheval du général qui portait ce nom. Cette Jeep a pu être vue pendant la libération de Strasbourg ou encore lors de la prise de Berchtesgaden. Philippe Leclerc arrivera à son bord au Nid d'Aigle. Pour vous raconter rapidement son histoire improbable, celle du cheval, lorsque l'armée allemande est entrée dans Paris le 14 juin 1940, après avoir défilé sur les Champs-Élysées, un détachement de cavalerie du Reich entre dans Saint-Cyr. Le commandant allemand demande à voir un cheval en particulier, Iris 16, célèbre cheval de course appartenant au général Leclerc et qui avait battu le sien dans les courses hippiques avant la guerre. Quand un soldat va le chercher dans son box, il se prend un coup de sabot en pleine tête et meurt sur le coup. L'officier fait alors exécuter le cheval au motif de résistance. Quand Leclerc l'apprendra, il dira qu'il était aussi patriote que son maître. C'est certainement en hommage à ce cheval patriote que cette Jeep de la 2e DB fut nommée ainsi.
Sur toutes les Jeeps, on trouvera un marquage de la division, du régiment et du corps d'armée. Ici, le marquage correspond à la 103e division américaine, dite Cactus Division, 411e régiment d'infanterie, 1er bataillon, compagnie B. Si Ludo a choisi cette division, c'est parce que c'est celle qui a libéré son village en 1944. Il est comme ça, Ludo, il laisse rien au hasard. Autre marquage qu'on trouve sur chaque véhicule, les dimensions et le poids. Concernant le poids, on a aussi le disque jaune présent sur la calandre à l'avant. Ce marquage permettait une identification rapide du poids en charge du véhicule. C'était principalement à destination des soldats du génie lors du passage de pont ou du chargement sur des barges. T'inquiète, ça passe. T'es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Quand il s'agit de physique, je suis toujours sûr, oui. Je conduis. Ici, il y a 2 chiffres car cette Jeep est prévue pour tirer une remorque. Le poids maximum, remorque comprise, ne doit pas dépasser 2 tonnes. À l'intérieur, on trouve la pression des pneus et la vitesse maxi. Ce marquage peut être aussi à l'arrière ou sur le côté de la voiture. Pour la vitesse, elle est marquée à 40 miles à l'heure, soit 65 km/h. Et à cette vitesse, même si on ne va pas retourner vers le futur, vaut mieux relever le pare-brise. Je vous l'avais pas dit qu'il avait 2 positions. S'il peut se baisser, en plus de pouvoir rouler cheveux au vent et mitrailler à tout va façon Call of Duty, c'était aussi pour économiser de la place dans le chargement en caisse dont je vous ai parlé avant. Ils ont vraiment pensé à tout. Et tant qu'on parle du pare-brise, s'il est baissé et que vous roulez en territoire ennemi, vous pourriez avoir besoin d'un autre accessoire qui n'est pas présent sur cette Jeep. Il s'agit d'un coupe-câble. C'est une grande barre placée à l'avant du véhicule qui avait pour but de sectionner des câbles métalliques tendus par les Allemands en travers de la route pour décapiter les passagers des véhicules ennemis. Sans ça, la Jeep pare-brise baissé était fortement exposée à ce genre de piège. Pour revenir au marquage, ici on a Preston 44. C'est quoi ça encore? C'est la marque du liquide de refroidissement tout simplement et le numéro correspond à l'année du liquide et vu l'année, je pense qu'il est temps de le changer. Comme on l'a vu, ce véhicule répond à un cahier des charges bien précis et rien n'est laissé au hasard, tant dans la construction que dans l'usage avec par exemple les jantes. Elles sont démontables en 2 parties pour faciliter le changement du pneu ou de la chambre à air pour pouvoir être fait par une seule personne sans outillage spécifique. Ici, on a les blackouts. Ces éclairages particuliers servent à rouler de nuit en convoi sans être repérés par l'ennemi. Ces feux au faisceau réduit sont vus par celui qui vous suit et vous pouvez voir celui qui vous précède. Les Jeeps sont ainsi indétectables de nuit par les avions, mais la contrepartie, c'est que ça n'éclaire pas grand-chose. On n'a rien sans rien. Sur cette voiture, le système de blackout est intégré et contrôlable depuis une commande dédiée. Mais durant la guerre, même sur les véhicules civils, des caches spécifiques pouvaient être ajoutées ou bricolées sur les phares pour rendre les déplacements nocturnes plus discrets. Quand j'ai fait mes recherches pour la vidéo, j'ai constaté sur Google une requête assez fréquente concernant la Jeep. Donc visiblement, beaucoup de gens se posent cette question. Comment savoir si une Jeep a fait le débarquement en Normandie? Eh ben, je suis désolée de vous l'apprendre, mais à moins d'avoir une photo de la Jeep en question qui montre son numéro de série, c'est impossible à savoir. Et encore, tout peut se modifier, donc attention aux vendeurs peu scrupuleux qui tenteraient de vendre une Jeep 100% d'origine, qui a fait le débarquement, déterrée sur la plage Omaha Beach, Normandie 44, tout ça, vous avez l'idée, je pense. De par sa conception simple et efficace et sa production massive, la Jeep, ce petit véhicule plutôt banal en apparence, a bien fait sa part et contribué à la libération et à la victoire des Alliés. C'est pour ça qu'il est si cher au cœur de beaucoup de reconstitueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez maintenant un peu plus sur cet accessoire incontournable de tout bon événement de reconstitution Seconde Guerre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.